Bonjour à tous, je m'appelle Florian, je suis un des cofondateurs de Startup Palace. On accompagne pas mal de startups, on a une mission d'aider des grands groupes à travailler avec des startups et en 7 ans on a accompagné plus de 450 startups, ce qui nous amène à finalement parler du sujet du jour avec un joli parterre qui va se présenter tout à l'heure sur donc repenser l'état d'esprit startup au moment de l'impact. Quelques chiffres peut-être introductifs, c'est que il y a 4 licornes sur 27 qui sont des licornes à impact. L'objectif de la French Tech, en tout cas, c'est d'avoir 25 licornes vertes en 2025, facile à retenir. Selon le mouvement France Impact, il y a plus de 60 fonds à impact en France et à peu près, même si c'est pas facile à calculer, il y aurait 16% des levées de fonds, selon Eldorado, qui seraient liées à des startups à impact. Alors, état d'esprit startup, on parle même de culture startup. Je vous rassure, on ne va pas parler de baby-foot ou de toboggan pendant 40 minutes. On va essayer de rentrer de façon un peu plus précise dans le sujet. Et donc, je suis accompagné d'un partenaire de choix. Donc, j'ai Alexandre Berich, donc, qui est CEO et cofondateur de Fleet. Ben Marel, donc du coup, qui est CEO et cofondateur du fonds Brega, et puis Alexandre Mola, qui est donc le CEO et cofondateur de Sherlock. Peut-être chacun d'entre vous se présente un peu plus longuement, et puis on va commencer notre session de questions-réponses. C'est bon, normalement, il fonctionne. Bonjour à tous, du coup je suis Alexandre Berich, le CEO et cofondateur de Fleet. Fleet, on est une société qui fait du device as a service, donc on loue de l'équipement informatique pour les startups et PME, ordinateurs, tablettes, téléphones, et on simplifie l'équipement, la gestion et le renouvellement de ce matériel pour nos clients. Et aujourd'hui on a plus de 900 clients, on est présent en France, on vient d'ouvrir en Espagne et on est en train d'ouvrir en Allemagne. Et à côté de Fleet, j'ai aussi une activité assez soutenue de business angel puisque je suis investisseur dans 80 sociétés et je suis aussi scout pour le fonds Sequoia Capital. Ok, donc on pourra bénéficier de tes plusieurs casquettes pour ce sujet. Ben ? Ouais, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là cet après-midi en espérant vous tenir éveillés et intéressés sur nos sujets. Donc moi, Ben, je suis un des fondateurs de Brega, entrepreneur depuis près de 15 ans. Brega, comme vous le savez sans doute, fonds d'entrepreneurs du sol au plafond. Donc voilà, aussi bien dans l'équipe d'investissement qui est aujourd'hui répartie entre 3 villes européennes que sont Londres, Paris, Barcelone et très bientôt d'autres en dehors de l'Europe. Ou que ce soit côté équipe scaling qui accompagne nos startups dans leur croissance. Aujourd'hui, Brega, c'est plus de 1,5 milliard d'euros sous gestion en 8 ans et certaines licornes à notre palmarès qu'on salue ce soir et d'autres qui sont en devenir. Alors j'en vois quelques-unes dans la salle, voire même très proches de moi, sans biais aucun. Donc voilà, merci à toutes et à tout de suite avec, je l'espère, du contenu vous satisfaisant. Bonjour à tous, Alexandre, cofondateur de Sherlock. Sherlock, en fait, Nicolas et moi qui avons fondé Sherlock il y a maintenant 2 ans et demi, on a un long parcours dans la mobilité. On a identifié il y a 3 ans, comme tout le monde, que le vélo subissait une très forte accélération. On était même avant le Covid et on voyait déjà ça. On a surtout vu qu'il y avait un vrai retour à la possession. On préfère avoir son propre vélo. On a vu également qu'il y avait un changement de paradigme profond où on passait du vélo loisir au vélo mode de transport quasi quotidien. On a surtout identifié qu'un des freins à l'usage du vélo, c'était la peur du vol et le manque de stationnement sécurisé. Donc notre mission qu'on s'est donnée, c'est de débloquer massivement l'usage du vélo en apportant des réponses à ce sujet. On a d'abord développé le premier cadenas partagé au monde qu'on a déployé dans plusieurs villes, dont massivement à Nice, une solution qu'on a développée de A à Z en quelques mois et industrialisée en France, à Orléans. Il est fabriqué à Orléans. Et on a accéléré pour avoir un plus grand impact, c'est quand même le sujet aujourd'hui, pour débloquer l'usage en poussant la protection du point de vue de l'assurance, puisqu'on a créé depuis 1 an une assurance contre le vol de vélo qui est un peu particulière, qui nous permet de récolter énormément de données, aussi d'en redonner une partie à nos assurés
Et on vient de sortir tout à l'heure une étude assez inédite sur l'assurance vélo qui montre notamment qu'on a quasiment 40% des assurés vélo qui font plus de vélo qu'avant grâce à notre assurance. Et donc quand on parle d'impact, ben, là il y a un début d'impact puisque quand on démotorise les gens au profit du vélo, ben, on voit qu'on va clairement dans la bonne direction. Mais l'impact évidemment c'est beaucoup plus large que ça. Justement, ça me fait la transition sur. On va poser quelques définitions sans que ça soit trop scolaire. En plus, le chrono ne marche pas, donc on a crédit illimité pour parler de ça. Une première question, c'est finalement quelle est votre définition propre à vous de l'impact et quelle est la vision que vous avez de l'impact dans l'écosystème startup, dans la Startup Nation? Ah, et voilà, le chrono est parti. Qui veut commencer? Et on a la pression là. Je peux démarrer, après je laisse mes collègues rebondir, mais pour la petite histoire, nous on est chez Brega, on a dès le départ en fait décidé d'être tourné vers l'investissement qui permet de changer le monde qui nous entoure. On a dès le départ décidé de donner une partie de notre carré d'interest à des organisations humanitaires. Et on a dès le départ décidé de construire une équipe pluridisciplinaire, pluriprofil, pour essayer de regarder le monde un peu différemment. Et donc très récemment, là, on avait un get-together avec toute la team, où on a fait, et je vous invite à le faire avec vos équipes, on a fait une fresque du climat, ce qui est juste incroyable. Et donc j'avoue qu'à la fin du truc, vous êtes à deux doigts de vous pendre, parce qu'en fait, toutes les nouvelles sont assez mauvaises. Hein. Tout est rouge tout au long du process. Et à la fin, ce qui est très fort là-dedans, c'est de se dire, OK, oui, il faut changer, mais on ne va pas changer de manière complètement radicale à 360. Ça va être très difficile et très compliqué. Il faut le faire de manière intelligente et transformer la manière dont on vit en se faisant mal, mais pas trop mal, sinon on ne tient pas. C'est un peu comme le régime, hein, pour faire simple. Et je pense que c'est ça qui change en fait les choses. Et c'est comme ça que nous, en tout cas, on regarde l'impact dans l'investissement. On est convaincu que l'impact demain sera embedded into financing, un peu comme le mobile à l'époque paraissait quelque chose d'extraterrestre. Et on se disait, il y a des fonds d'investissement dans le mobile et puis il y a des fonds dans l'Internet. Aujourd'hui, c'est même plus un débat. Je pense que le futur, il est vraiment à écrire dans cette direction. Et donc, oui, nous, on regarde vraiment des startups qui partent d'une industrie et de son fonctionnement et qui l'améliorent de manière significative. Est-ce qu'elles sont 100% positives? C'est très difficile aujourd'hui, voire quasiment impossible, mais en tout cas qui ont vraiment un pas qui n'est pas juste incrémental sur la transformation de la manière dont on vit, pour qu'à terme, de vague d'innovation en vague d'innovation, ces changements qui sont transformatifs permettent d'atterrir à un objectif qui est celui qu'on s'est tous fixé, à savoir arriver à moins de 2 tonnes de CO2 par personne et par an. Voilà. Okay, merci Ben. Alexandre? Oui, pour compléter, je dirais que dans la notion d'impact, il y a la notion de scale aussi. Parce que, oui, effectivement, si on peut tous faire des choses positives au quotidien, mais la vérité, c'est est-ce que la somme de toutes ces petites choses va vraiment faire bouger le curseur? Et je pense qu'il faut vraiment s'interroger quand on réfléchit à qu'est-ce qu'il y a de l'impact, que ce soit dans mon quotidien personnel, que ce soit dans l'organisation de mon entreprise, de mon équipe, dans mon business, dans les choix stratégiques que je fais, qu'est-ce qui est de l'ordre du levier de communication ou je me sens un peu mieux parce que j'ai l'impression de faire du bien, et ce qui est vraiment de l'ordre de l'impact qui va faire bouger les choses. Et c'est là où je pense que la notion d'échelle, la notion de scale, elle doit être prise en compte aussi dans la notion d'impact, en fait. Parce que derrière, ça va nous permettre aussi de prioriser en fait nos actions. Parce qu'on peut évidemment avoir une somme très très grande de petits éléments qui vont avoir un impact positif, hein, c'est sous-entendu, mais il faut que ce soit positif. Néanmoins, est-ce que c'est une bonne manière d'agir? En fait, on oublie peut-être qu'il faut arriver à prioriser, parce que ce qu'on oublie souvent aussi, c'est que le thème d'impact, il est extrêmement important. C'est quelque chose qui devrait être central pour beaucoup d'entreprises. Néanmoins, une entreprise, c'est avant tout une aventure qui doit être pérenne. Avant d'avoir de l'impact, il faut d'abord qu'elle survive. Et en fait, avoir cette notion de où est-ce que je vais pouvoir agir à grande échelle et faire la différence, ça va nous permettre de choisir les bons leviers d'action et prioriser ça pour toute l'entreprise, aussi par rapport aux actions qui ne concernent pas l'impact, mais qui concernent la survie de l'entreprise. Ok, Alexandre? Je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, hein, évidemment.
Non, bah, c'est sûr que bon, l'impact, il y a en effet un impact positif et négatif. Sans doute que c'est certain qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, quand ils ont monté des boîtes, pensaient avoir un impact juste positif. Je pense par exemple aux social media qui avaient pour vocation de rapprocher les gens, ou Instagram de partager des photos. Donc il y a eu parfois des impacts assez négatifs. Donc, penser l'impact et quel impact aura la création de ce projet, de cette entreprise. Évidemment, oui, il y a l'aspect scale, comme tu disais, où il faut une certaine quantité pour que ça change quelque chose et qu'il y ait un intérêt. Ouais, moi, je pense que tout entrepreneur, quand il monte un projet, il veut changer quelque chose, quoi. Et donc aujourd'hui, comme ces sujets environnementaux et sociaux sont de plus en plus dans le débat public et présents, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui se disent non, bah, moi, je vais chercher un projet qui a vraiment un impact sur ça et qui va changer quelque chose à ce niveau-là. Donc c'est certain que Peut-être c'est pas les entrepreneurs. pour ajouter un point, et ça c'est très personnel, mais en fait, j'ai eu la chance de passer dans une grande entreprise américaine qui est plus ou moins bien vue suivant les sujets, mais en fait, à la suite de cette expérience, une des questions que je me suis posée quand je me posais la question de savoir ce que j'allais faire après, en fait, je me suis posé la question de ce que j'avais vraiment aimé et ce qui m'avait excité au quotidien, en fait, dans cette première expérience, dans cette expérience. En fait, c'était la notion d'impact. Et la notion d'impact, en fait, c'est se dire, bah, en fait, je change le quotidien de milliers, dizaines de milliers, millions de personnes. Je fais bouger les choses. C'était dans la mobilité. Et ces 10 dernières années, la mobilité urbaine a énormément évolué avec tout un tas de solutions à la demande qui profitent de la géolocalisation, des smartphones, tout ça. C'est quelque chose il y a eu un changement incroyable ces 10 dernières années. Et ben, en fait, c'est ça qui m'a excité. Donc, quand on a créé Sherlock, une des questions que je me suis posée, c'est est-ce que vraiment je peux avoir de l'impact avec ce projet? Ou est-ce que ça va être un projet très sympa, très rigolo, qui va toucher quelques centaines, quelques milliers de personnes et voilà. Donc la notion d'impact, ça peut être aussi très très personnel. Et juste rajouter un petit mot là-dessus, parce qu'on a touché du doigt un concept qui est excessivement intéressant et qui frise un peu la quadrature du cercle. Hein. C'est évidemment, pour avoir de l'impact mesurable et durable, il faut le faire at scale, et donc ça induit de la croissance. Et à la fois, quand on dit ça, on se rend compte que la croissance pose des problèmes quant à son impact. Et c'est tout ça qu'il faut arriver à combiner dans une entreprise qui vraiment tente de changer le monde positivement. Et c'est pas facile. Tu vois, tu l'as très bien dit. Il y a des gens qui ont tenté des choses at scale et qui ont perdu en fait le fil même, la raison même de leur boîte, et qui in fine ont eu un impact beaucoup plus négatif que ce qu'ils ne le pensaient. Et là, il est terrible parce que comme il est at scale, il est encore plus impactant. Et je pense que les questions qu'on doit se poser, nous, membres de l'écosystème, financeurs, entrepreneurs, c'est ça, c'est de se dire, OK, on veut tous, a priori, changer le monde dans la bonne direction. On veut tous faire en sorte que cet impact il soit mesurable et donc qu'il atteigne une certaine scale. Très probablement dans les économies développées, plutôt dans un jeu à somme nulle. C'est-à-dire qu'en fait, on va se battre contre des industries et ou des acteurs en place qui font les choses de manière à l'ancienne et on va les faire mieux. Et le mieux veut dire aussi mieux dans le sens bien, dans le bien de faire les choses. Mais c'est pas trivial. Et donc ces débats-là, on va les avoir encore pendant longtemps, je pense, parce que oui, effectivement, nous on le voit, hein, nous aujourd'hui on a des investisseurs dans nos fonds, hein, évidemment, l'argent qu'on investit, il n'est pas que le nôtre. Et tu sens aujourd'hui que ces LP, pour l'instant, ils font pas de trade-off. C'est de la finance plus de l'impact. C'est pas over, tu vois. Modulo ceux qui font des fonds uniquement dédiés à ça. Mais ce qu'on sent comme tendance quand même, pour l'instant, tant que les modèles n'ont pas changé, c'est OK, nous on veut continuer à faire de la perf. Et en plus de ça, on veut le deuxième effet qui se coule, on veut que cette perf elle soit associée à de l'impact. Donc on a tous des questions fondamentales à se poser sur la manière dont on atteint ça à l'échelle, ce qui n'est pas totalement trivial. Et du coup, sur l'état d'esprit, un peu parce que vous, en tant que BA, investisseur ou entrepreneur, est-ce que vous avez vu un changement radical de l'état d'esprit des start-upers, des entrepreneurs, sur quoi? Donc, tu en as un peu parlé, Alexandre, mais est-ce qu'il y a vraiment un gros changement? C'est-à-dire que l'entrepreneur de 2012, est-ce que c'est le même que 2023? Tu nous as mis un coup de vieux là. L'entrepreneur de 98, mec. Moi, j'étais pas là en 2012. J'étais encore à l'école, mais. Putain, deuxième coup de vieux. Mais non, mais même pas 2012, mais même 2018.
sur les 5 dernières années, je pense que là récemment, donc, comme tu le disais, je suis aussi business angel et je rencontre parfois des personnes qui n'ont pas encore de projet, qui cherchent une idée, qui explorent différentes idées. Et je rencontre beaucoup de super profils qui sont passés par des super boîtes, très expérimentés, qui cherchent avant tout un business model voilà, qui va pouvoir changer les choses à long terme, avoir un impact, qui cherchent des vrais business models, quoi, qui ont un sens économique, qui va pouvoir scaler, qui va pouvoir grossir, mais qui va avoir un impact et qui sont voilà, très focus en se disant, voilà, moi je suis très touché par les sujets sur le climat, je veux créer un business dans ça, qui a un impact sur ça. Et je pense que c'est bien parce qu'être entrepreneur, c'est une journée assez longue, quoi. Ça prend 8 ans, 10 ans, 12 ans, parfois plus. Donc on est sur un projet pendant très longtemps. C'est un projet qu'on ne peut pas quitter comme ça. On ne peut pas dire au bout de 2 ans, ouais, en fait, j'en ai marre de ce job, je démissionne. On part pour un long trajet. Il faut trouver quelque chose qui a du sens pour soi, avec une mission qui nous plaît, bon, qu'on peut faire évoluer dans le temps. Mais je comprends ces entrepreneurs qui se disent, voilà, moi, ma vision, ça serait un monde où on résout des problèmes écologiques. J'ai envie de contribuer dans ça. Donc, j'ai envie de trouver une mission, un business model qui s'inscrivent dans ces sujets-là. Et donc, moi, je le vois de plus en plus. Ouais, je pense que cette prise de conscience en fait globale, je le disais un peu en introduction, elle est en train de transformer la manière dont les gens construisent et pensent leur entreprise, aussi bien dans les sujets auxquels ils s'adressent, donc sur le fond, que sur la forme dont ils construisent leur boîte. Tu vois, je pense que l'époque des off-site à Marrakech à 200 personnes et ou des goodies qui finissent à la poubelle, elle est un peu derrière nous, tu vois. Et c'est pas que les gens qui l'ont fait à l'époque avaient des mauvaises intentions, c'est juste qu'on ne mesurait pas en fait ce genre de choses. Et donc cette prise de conscience collective, elle transforme aussi la manière dont on fait les choses sur la forme. Et ça, je pense que c'est déjà le premier pas. Ça devrait être le given en fait. N'importe qui, dans n'importe quelle boîte, devrait faire les choses différemment sur la forme. Sur le fond, ça demande de repenser effectivement beaucoup ces business. Et donc, on peut taper sur les énergéticiens, on peut taper sur les gens qui sont en place. C'est pas facile de changer la manière dont on opère du jour au lendemain. La chance qu'on a, nous, dans la tech, c'est qu'on démarre d'une feuille blanche. Donc, autant démarrer avec un fond qui est beaucoup plus vertueux et qui nous permet d'avoir cet impact. Finalement, on a cette chance-là. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui nous tend les bras. Et je le dis souvent avec nos équipes, avec les gens avec qui on bosse. On a la chance inouïe de participer à l'écriture du futur, à partir d'une feuille blanche avec toutes les connaissances qu'on peut emmagasiner autour de nous. Et donc ce serait dommage de répéter les modèles tels qu'ils existent, aussi bien encore une fois sur la manière dont on construit ces boîtes que sur les sujets qu'elles traitent. Et donc je pense que oui, on est à un tournant de l'entrepreneuriat qui est une chance inouïe, dans lequel moi je reste convaincu que cette notion d'impact, elle sera profondément ancrée dans les entreprises qui sont créées, et que le thème de impact investing va disparaître assez rapidement parce qu'il sera vraiment inhérent à la manière dont on construit le monde autour de nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui, il y a toujours cette notion de transition, mais je reste convaincu que ça va devenir quelque chose de beaucoup plus profond et que c'est nécessaire pour nous tous, hein, si on veut améliorer le monde dans lequel on vit. Il n'y a quand même pas des paradoxes de dire, enfin, vous en avez parlé un peu du scale, de dire je vais faire de l'impact, mais je veux aussi de l'hypercroissance. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe de dire finalement je veux conquérir le monde et d'un côté on dit souvent l'impact c'est local, on parle de circuit court. Est-ce que là il n'y a pas un peu une quadrature du cercle qui est difficile à mettre en musique? Il y a plusieurs choses. Quand même, à la base de ce qui définit une start-up, il y a l'humilité, la capacité d'apprentissage, surtout la capacité à itérer très très vite et surtout la capacité à être efficient. Itérer pour être de plus en plus efficient, c'est-à-dire aller chercher une très forte croissance avec des moyens relativement restreints ou en tout cas qui ne vont pas grossir aussi vite que le business. Donc ça en soi, en fait, c'est déjà assez vertueux en fait. Donc ça permet quand même de rejoindre cette idée d'hypercroissance et de moyens et de ressources contrôlées et mesurées. La frugalité finalement. Exactement. Et après, alors ça c'est possible, notamment grâce à un usage beaucoup plus développé que dans les grands groupes de la technologie. Ça c'est quand même la base d'une grande partie des startups. Après, quant à la question un peu plus spécifique de l'internationalisation, oui, effectivement, si on opère dans 12 pays,
en moyenne, on prendra peut-être un petit peu plus l'avion ou le train, ça dépend. Euh, euh, Là encore, c'est une question de hiérarchisation des priorités, des choses qui vont vraiment avoir l'impact. Est-ce que, en fait, obliger l'équipe à ne jamais prendre l'avion dans l'année, même dans les 3 fois où c'est nécessaire, c'est vraiment une priorité de l'entreprise sous couvert d'un dogme impact? En fait, si ça a un impact négatif pour l'entreprise, peut-être pas. Il faut peut-être réfléchir à la hiérarchisation. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus être un peu trop dogmatique sur ces approches. Il faut faire attention. Et puis après, il y a plein de nouvelles manières de faire. Aujourd'hui, on voit que depuis la crise du Covid, c'est plus du tout un problème de faire un closing en visio. C'est plus du tout un problème de signer des très gros contrats à l'étranger. C'est plus du tout un problème aussi de gérer des entreprises à distance, quitte à avoir aussi des rencontres physiques dans une des capitales où on serait une fois de temps en temps. En fait, tout ça, en fait, c'est pas un problème. En fait, je pense vraiment qu'il faut faire attention à l'hyperdogme qu'on pourrait se mettre, qui aurait beaucoup plus d'impact négatif que le message qu'on voudrait envoyer. Et en revanche, je suis complètement aligné avec ce que dit Ben. En fait, dans le quotidien, il y a déjà des choses qu'on peut faire qui paraissent toutes simples. En France, on a la chance d'avoir quand même pas mal de mécanismes pour encourager, par exemple, les mobilités douces. Il y a le forfait mobilité durable. Déjà, est-ce qu'on le met en place dans l'entreprise? C'est tout bête, hein, mais est-ce qu'on met en place dans l'entreprise un mécanisme gouvernemental qui permet aux employés de les encourager à faire un peu plus de vélo? Voilà, c'est des choses toutes bêtes, mais si déjà on commence par ces éléments-là, le jour où c'est vraiment nécessaire que l'équipe prenne l'avion pour aller à un endroit, alors qu'on a considéré en tant qu'entreprise que c'est important, ça ne sera plus vraiment un problème en fait. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Du coup, Alexandre, toi, un peu au day-to-day dans l'entreprise, qu'est-ce que ça a changé un peu le côté impact sur les recrutements, sur je sais pas, les bureaux, sur la communication, sur un peu tous les aspects de l'entreprise? Alors, nous, à plusieurs niveaux, déjà, le premier, c'est que c'est un peu bête comme ça, mais on s'est dit, au bout de 2-3 ans de boîte, qu'on voulait ajouter une nouvelle valeur qu'on a appelée responsabilité, en se disant justement, aujourd'hui, quand on a la chance de construire un projet, on veut inclure cet élément responsabilité, donc essayer d'avoir un impact environnemental, mais aussi social. Et donc nous, chez nous, ça se traduit par, donc dans notre proposition de valeur chez Fleet, on permet à nos clients de choisir soit des ordinateurs neufs, soit reconditionnés. Donc on pousse l'utilisation d'ordinateurs reconditionnés par nos clients. Et surtout, dans tous les cas, en fin de location, on récupère ces ordinateurs et là, on garantit de leur donner une deuxième vie en les triant, recyclant pour ceux qui sont inutilisables, et les autres, on s'assure qu'ils aient une deuxième vie. Et pour certains, on fait des dons à des associations et des écoles en vue de la réduction de la fracture numérique, donc plutôt dans un but social. Donc on essaye d'incorporer ça à plusieurs niveaux de notre business model pour avoir un impact vertueux. On le tient dans le discours en interne et je pense que c'est quelque chose qui résonne chez tout le monde chez nous. Enfin, tout le monde est heureux d'avoir une petite contribution dans son travail et d'avoir un impact positif. Et voilà, nous, ça se traduit principalement par ça. On n'est pas après, on a une assez petite boîte, hein, donc on a un seul bureau, c'est assez présentiel, donc on se pose pas tant de questions pour l'instant de déplacement. Et je pense que l'impact peut être ailleurs, quoi. Après, on fait pas n'importe quoi, on fait pas des allers-retours tous les jours entre Paris et l'Espagne, quoi, pas du tout. Mais voilà, on n'a pas mis de règles et on est plutôt à essayer dans notre travail avoir un impact, quoi. Du coup, ouais, Ben, finalement, si tu l'as dit que Brega a pensé l'impact quasiment dès le début, est-ce qu'il y a une évolution quand même sur le métier de DLP? Tu en as un peu parlé, mais jusqu'au suivi du portefeuille, c'est quoi un peu les nouvelles actions, enfin les nouvelles choses que vous faites dans votre métier aussi au quotidien? En fait, il y a vraiment, pour les puristes, hein, il y a quand même deux notions entre impact et ESG. Donc il va y avoir le thème, encore une fois, le fond dont traite un business et puis la manière dont est opéré le business. C'est quand même deux choses très différentes. Tu peux avoir un business qui est relativement neutre en termes d'impact,
mais l'opérer de manière excessivement positivement d'un point de vue ESG, à savoir favoriser la diversité des équipes, beaucoup de choses qui peuvent être propres au business, mais pas à son fond, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est quand même une thématique ce terme, donc ESG, donc c'est environnement, social et gouvernance, oui. qui est assez intéressant parce qu'il finalement il décrit un peu plus que l'impact, c'est-à-dire qu'il va donner un peu une granularité de l'impact, quoi. Ouais, non, mais tu peux avoir une boîte de transport poids lourd diesel qui n'est pas particulièrement positive dans l'impact, qui a des critères ESG excessivement forts et qui favorise la diversité de sexe, d'origine sociétale, sociale. Donc tout ça, c'est à combiner, c'est une combinatoire qui est forte. Nous, on essaie de traiter des deux sujets. Donc en fait, on regarde, la lentille de l'impact sur le fond du business tel qu'il est. C'est est-ce que ce business fait les choses mieux pour l'environnement, pour la société que les business existants? Voilà. Et ensuite, est-ce qu'il le fait mieux dans sa manière d'opérer en tant qu'entreprise, qui est un peu le thème dont on vient de parler. Et ça, c'est un truc qui est très ancré chez nous. On a des grilles d'analyse, on a une équipe multidisciplinaire au travers de toute la boîte qui voit passer tous les deals en milieu de process pour s'assurer qu'on coche les cases aussi bien côté impact d'un côté, donc est-ce qu'on fait les choses mieux qu'elles ne le sont faites aujourd'hui dans le monde qui nous entoure, et deuxièmement, est-ce que ces boîtes-là sont constituées de manière raisonnable et saine d'un point de vue ESG. Donc c'est un engagement fort, tu vois, qui va assez loin dans la manière dont on traite notre deal flow. Et on en voit les résultats. On a des métriques évidentes où tu vois, et c'est pas du bullshit là, parce que je peux vous les donner directement, tirées de chez nous. Tu mappes toutes les boîtes d'un point de vue impact et tu regardes leur performance financière. Eh ben, les boîtes qui sont à droite en vert, c'est celles qui performent le mieux. Et ça, j'ai la métrique sur 100 boîtes dans toute l'Europe. Donc c'est facile, je peux vous dire, voilà, on a passé tout notre portfolio au crible de la grille, et ces boîtes-là, elles sont en droite, elles marchent mieux. Donc fondamentalement, c'est quand même assez excitant. Tu te dis, waouh, en fait, là, c'est pas juste du wishful thinking. C'est je vois que les boîtes qui sont en train de transformer le monde, et c'est un peu normal, ces boîtes, elles ont besoin de clients. Si les clients autour de toi changent et se disent, je vais préférer acheter d'une boîte qui a un impact, eh ben, naturellement, ça va mieux marcher. Et donc ça rejoint le sujet du scale. Tant qu'on est dans une transformation de métiers existants avec un impact positif, c'est clairement un gain évident et nous, on le mesure directement dans notre portefeuille. Après, il y a la question du scale en version 2, qui est de dire, OK, il vaut mieux mettre des sacs plastiques en amidon de maïs biodégradables que des sacs normaux. OK, fair enough. Mais le meilleur déchet, c'est le déchet qui n'existe pas. Donc le coup d'après, c'est quand même de se dire comment je vais pousser pour que les gens n'utilisent pas mes sacs en amidon de maïs recyclables, et donc potentiellement pour que mon business soit un peu moins gros que ce qu'il aurait pu être. Et ça, c'est quand même l'étape à laquelle on n'est pas tout de suite. Et je n'ai pas de solution à ça là maintenant, mais c'est des choses auxquelles on réfléchit tous. C'est le coup d'après. Pour l'instant, cette transformation qu'on vit tous ensemble, elle est hyper impactante, je trouve, et c'est ça, elle est hyper excitante. Et en plus, dans les chiffres, encore une fois, multigéographie, 100 boîtes, on voit que les boîtes qui sont les plus impactantes au démarrage sont celles qui ont la meilleure performance. Alexandre, en préparant, tu disais qu'il y avait cette notion aussi de suivi un peu de l'impact et des KPI. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur vos KPI à vous et puis après, plus globalement aussi, Ben et en fait, Alexandre? Ouais, ça c'est le sujet, un des sujets autour de l'impact, c'est à quel point le terme est un peu galvaudé, utilisé un peu à toutes les sauces. Quelles sont les définitions qu'on met derrière, tout ça. Est-ce que, en fait, dès qu'on met en place une petite action, en fait, on communique sur de l'impact, mais du coup, ça met tout au même niveau entre l'entreprise qui a son propre business, qui a un énorme impact, et en plus, elle a de la scale, et la petite entreprise qui a mis en place deux initiatives qui sont très bien, mais en fait, qui vont rien changer. En fait, on met tout au même niveau. Donc, il y a un vrai besoin, à mon sens, d'arriver à mettre en place des KPI qui vont nous permettre de vraiment comprendre de quoi on parle. Soit tu as fait des choses qui sont très bien et bravo, tape dans le dos, mais bon, tu n'as pas trop d'impact. Donc, en termes d'essayer pas trop de jouer là-dessus pour communiquer et te faire mousser. Et puis, non, il y a des super élèves qui font un boulot incroyable et c'est même au cœur de leur business. Celle-là, ouais, c'est complètement légitime. Donc, il y a un vrai travail de KPIsation à faire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de fonds qui, comme le disait Ben, en fait, veulent voir ces KPI, aident les entreprises de portefeuille à les mettre en place, les suivent aussi. Et en fait, plus on aura des acteurs comme ça, côté investisseurs notamment, et de l'autre côté entrepreneur, plus on va arriver à objectiver un petit peu ce qu'est vraiment l'impact. Et ça va nous permettre aussi de remonter toute la chaîne jusqu'aux LPs,
qui veulent à tout prix de l'impact, mais aussi de la performance, bah, au moins on va pouvoir leur dire, attendez, vous voulez vraiment de l'impact? Alors l'impact, on en a. Voilà. Vous voulez de la performance? Bah, on en a aussi. Alors donc en fait, vous allez investir dans celles qui sont à la croisée des chemins, très bien. Mais dans ce cas-là, ne venez pas nous dire que vous préférez investir dans Total, qui nous sort un super dividende en ce moment. Bah, en fait, ouais, à un moment, ça va obliger tout le monde à être un peu plus responsable et transparent. Et puis, encore une fois, je reviens là-dessus, hein, ça va aider tout le monde aussi à prioriser ses actions en fonction de l'impact mesuré attendu et pas en fonction de l'ubie de communication ou autre. Sur les KPI de l'impact, finalement, c'est lesquels? Est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y en a qui sont communs finalement à tout business, ou c'est à chaque fois au cas par cas, ou quand tu suis dans le portefeuille, vous avez des grilles déjà établies? C'est une bonne question. Il n'y a pas encore de matrice d'analyse de l'impact qui fasse foi véritablement. Et on y travaille tous, on y participe, on apprend aussi en marchant. Tout le monde rêve d'une comptabilité de l'impact. Ça permettrait d'objectiver en fait l'impact qu'on peut avoir. L'impact, il est multiple, on a dit, hein, il est climatologique, il est sociétal, et donc c'est pas évident. Nous, on a notre propre méthodologie qui est sur lequel on a planché, sur lequel on a fait passer des experts, sur lequel on a essayé de combiner différentes approches. Avec d'autres fonds d'investissement aussi, vous mutualisez ça ou pas? Avec d'autres fonds d'investissement. Ouais, est-ce que Pas aujourd'hui, encore c'est un truc propriétaire aujourd'hui, mais on serait ravis de partager avec d'autres. Et donc nous, on fait passer toutes les boîtes qui passent dans notre deal flow, arriver à un certain stade par ce filtre-là. Et donc on regarde véritablement, tu vois, sur certaines thématiques, est-ce que tu es ISO par rapport à ce qui se fait aujourd'hui? Est-ce que tu es mieux que ce qui se fait aujourd'hui? Ou est-ce que ton objectif de société, c'est vraiment de transformer l'industrie dans laquelle tu opères aujourd'hui? Ce qui est encore le next step. Là, tu vois, là tu es vraiment... Et puis tu as des mecs qui font moins bien. Tu as des gens qui font... on parlait des réseaux sociaux et des médias. Peut-être qu'en y réfléchissant aujourd'hui, tu te dis, ah, en fait, tu fais moins bien que l'industrie existante. Et donc cette notation-là, par grande thématique, elle nous permet de dire, OK, voilà, c'est des boîtes qui véritablement portent l'impact dans leur business aux fondamentaux de ce qu'elles essaient de transformer. Et après, il y a les critères ESG de dire voilà, comment elles drivent leur business. En général, c'est souvent lié. C'est très rare d'avoir une boîte qui cherche à avoir un impact ultra positif et qui a une politique RH de diversité qui est complètement pourrie. Ça pourrait exister, mais souvent, il y a une très forte corrélation entre les deux. Donc, on se rend compte quand même qu'il y a des liens logiques entre tout ça. Et puis, on se rend compte que oui, il y a une demande côté LP, côté client. Et donc, assez naturellement, j'en parlais tout à l'heure, on a cette... notion de performance qui commence à s'écrire. Et ça, c'est hyper excitant. Mais oui, la grille, elle est grande. Il y a beaucoup de paramètres. Ça donne lieu à beaucoup d'échanges dans l'équipe aussi, parce que c'est pas facile toujours. Les gens peuvent avoir des visions différentes. Et c'est pour ça qu'on travaille tous à la mise en place de quelque chose qui serait le plus objectif possible. Et c'est pas évident et c'est long. D'ailleurs, on voit quand même il y a pas mal de startups qui se créent justement dans cette mesure de l'impact et du diagnostic. Hein. Nous, on a accompagné notamment Zei et aussi donc une démarche un peu globale. DK, donc quelque chose un peu plus précis sur l'analyse finalement de l'impact carbone d'une campagne publicitaire multimédia. Donc on voit qu'il y a quand même, ça frémit beaucoup là-dessus. Est-ce que à l'inverse, il n'y a pas aussi une sorte de, comme on a parlé de greenwashing, un peu d'impact washing et certains projets qu'on aurait présentés de façon un peu classique, on va dire le pain point que je réponds, mettre peut-être plus en avant d'abord l'impact et de façon un peu fake. C'est le risque, mais c'est le risque de tout. Et je pense qu'aujourd'hui, on est rattrapé beaucoup plus vite par le marché qu'on ne l'était auparavant. Donc les gens qui tentent de greenwasher, il y en a. Très vite, ils prennent quand même des baffes. La boucle retour, elle va beaucoup plus vite qu'auparavant. Parce qu'il y a plus d'informations, elle est plus partageable, elle est plus visible. Donc bien sûr qu'il y en aura longtemps. Mais gare aux gens qui greenwash ou qui impact wash, parce que très vite, les baffes reviennent. Donc je trouve que ça a changé par rapport à ce qu'on a pu avoir
dans le passé où c'était un peu touffu, on n'avait pas l'info, on ne savait pas trop. Là, aujourd'hui, tu sais, en fait, tu sais quand une boîte a été mise au tribunal dans telle région parce qu'elle a pollué tel sol ou parce qu'elle a voulu briber des politiques locaux. Tu sais qu'il y a des employés qui ne sont pas satisfaits et qui s'expriment dans les réseaux sociaux. Donc, en fait, il y a une boucle retour qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus massive, avec des dérives, évidemment, on en a parlé. Hein, les réseaux sociaux, ce n'est pas non plus le livre sacré. Donc, de temps en temps, il y a des dérives. Mais en tout cas, au moins, on a, je trouve, une visibilité et un contrôle indirect qui est beaucoup plus fort que ce qu'il était auparavant. Donc, je pense qu'il y en aura moins. Je pense qu'il y a aussi un élément hyper important, c'est que, alors c'est un impératif en termes d'image, en termes même de mission de l'entreprise, clairement, mais c'est de plus en plus un impératif, et ça c'est nouveau depuis quelques années, de la part des équipes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de recrutement, un critère clé, c'est la mission en fait. Et il se passe, aujourd'hui on est une trentaine dans notre équipe, il n'y a pas une seule personne qu'on a recrutée qui n'avait pas quand même au cœur de sa démarche et de son choix d'entreprise, parce qu'ils ont le choix quand même, l'idée de dire j'ai envie d'être dans une entreprise où je sens que les gens sont engagés pour de l'impact positif. Et donc aujourd'hui, ça devient un impératif pour l'entreprise aussi, pour recruter les meilleurs talents, pour les garder, parce que oui, si on veut constituer la meilleure équipe, les meilleurs, ils seront souvent très engagés. Et ça, c'est relativement nouveau par rapport à 4, 5 ans ou même avant, où ce n'était pas forcément exactement les mêmes critères, je trouve, en tout cas de ma propre expérience. Et c'est génial, ça veut dire que, en fait, à partir du moment où les impératifs, ça devient un impératif pour l'entreprise, tous les intérêts sont alignés. Donc, ça peut que aider toutes les startups et entreprises à aller dans le bon sens. Vas-y, un dernier mot. Ouais, pour compléter ce que vous venez de dire tous les deux, ouais, en effet, pour attirer des talents, c'est très important. Et pour ce qui est du greenwashing, en interne, il y a de plus en plus aussi parfois de lanceurs d'alerte qui peuvent dénoncer des mauvais comportements et des dissonances entre les comportements de l'entreprise et ce qu'elle vend au public et ce qu'elle peut mentir. Donc ça peut venir de l'intérieur. Et donc je pense qu'il y a de plus en plus de surveillance aussi en interne qui pousse les entreprises à moins bullshiter et bien se comporter, quoi. Ça sera le mot de la fin. Donc on arrive au terme de nos 40 minutes. Merci beaucoup Alexandre, Ben et Alexandre. Les organisateurs ont simplifié ma tâche avec les noms identiques. Et Alexandre aussi, donc merci les trois Alexandres. Ça va continuer à parler impact sur la prochaine conférence qui va être liée à l'Open Innovation. Donc merci encore pour votre attention et à bientôt dans les couloirs de la Mani Keynote.